Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Un nouveau numéro consacré à l'état des lieux le plus factuel possible du conflit ukrainien. Où en sommes-nous sur le terrain? Quelles sont les pertes à déplorer? Sommes-nous face à une impasse pour l'Occident? Faut-il vraiment s'attendre à cette fameuse contre-offensive ukrainienne? C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre dans un instant. Mais avant, vous le savez, comme chaque semaine, je compte sur vous pour partager cette émission, pour évidemment mettre vos commentaires juste en dessous et puis bien sûr pour cliquer sur le pouce en l'air qui améliore le référencement. Allez, c'est parti. Bonjour Jacques Beau. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de TV Liberté. Vous êtes ex-membre du renseignement stratégique suisse, ancien colonel d'état-major. Vous avez travaillé au sein de l'ONU. Vous y étiez le chef de la doctrine des opérations de paix. On y reviendra forcément. Vous avez également participé à divers programmes en Ukraine pour l'OTAN, notamment en 2014, après la dite révolution de Maïdan. Vous avez publié de nombreux ouvrages pour lesquels on vous a déjà reçu. Et vous venez de publier chez Max Milo, encore votre fidèle éditeur, un ouvrage sur le conflit ouvert en Ukraine, Ukraine entre guerre et paix, et c'est évidemment disponible dès à présent sur la boutique de TVL sur tvl.fr. Jacques Beau, pour commencer, les troupes russes sont entrées en Ukraine il y a environ 15 mois. Est-il possible aujourd'hui de dresser un bilan sérieux des pertes humaines de part et d'autre? C'est une bonne question parce que c'est un sujet sur lequel ni l'Ukraine ni la Russie ne communiquent et que par conséquent on en est réduit aux conjectures et ça ouvre la porte à toutes les désinformations possibles et imaginables. Le problème de cette désinformation est qu'elle a tendance à influencer les décisions aujourd'hui parce que on part de l'idée, et nos médias en sont, si vous voulez, le porteur du message que la Russie perd, parce qu'elle perd énormément d'hommes, qu'elle perd plus d'hommes que l'Ukraine, et que par conséquent, il n'y a pas de raison de négocier. Or, en fait, ce qui est assez ironique, c'est que les chiffres les plus sérieux, de nouveau avec toute la réserve qu'il faut avoir par rapport à ça, puisque comme j'ai dit, il n'y a pas de chiffres officiels, mais les chiffres les plus sérieux qu'on a sur les pertes russes nous sont donnés par un site de l'opposition russe qui a été mis en place avec la BBC, donc britannique, juste en février 2022, afin de compter les morts russes. Et alors, c'est le site, le seul, à ma connaissance, qui travaille, selon ce qu'ils disent, à partir des avis mortuaires dans la presse, etc. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que on est donc très loin de la propagande poutiniste, etc. Oui, et pourtant, c'est un site qui nous donne des chiffres relativement précis sur les morts russes, et on arrive à des chiffres qui sont globalement 10 à 12 fois moins élevés que ce que nous donne la presse occidentale. Rien que ça. Voilà. Et la presse occidentale, elle, et je pense que là on parle évidemment des pertes, mais en réalité je pense que ça concerne l'ensemble de l'information sur l'Ukraine, nos médias travaillent exclusivement, en fait, avec la propagande ukrainienne. Et ça, on a pu le constater à l'occasion des documents classifiés qui ont fuité au début avril, qui portaient sur la période de février-mars de cette année, et qui donnaient des informations en vue de cette fameuse contre-offensive de printemps, d'été, d'hiver. Enfin, on ne sait plus exactement quand elle va se passer. Si elle se passera, mais on ne sait pas exactement quand. Bref, les chiffres qui étaient sur ces documents montraient que les Américains eux-mêmes n'utilisaient finalement que les chiffres de la... on n'utilisait même pas les chiffres qu'on pourrait calculer, mais se basait exclusivement sur la propagande ukrainienne. Et donc, on est dans une situation un peu curieuse, où les seuls chiffres pertinents, à défaut d'autre chose, mais les plus pertinents qu'on ait viennent de l'opposition russe, l'opposition à Vladimir Poutine. C'est celle qu'on met de côté, que nos médias mettent de côté, parce qu'elle n'est pas assez dégradant pour la Russie, si vous voulez. Et
on se base au contraire sur de la propagande, on pourrait même dire techniquement parlant de la désinformation ukrainienne, pour ne pas entrer dans un processus de négociation. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. C'est particulièrement amusant parce que vous avez écrit un autre ouvrage dont je n'ai pas cité le titre tout à l'heure, Gouverné par les fake news, et là on est parfaitement dedans parce que, j'allais dire enfumer pour être trivial, enfumer le grand public c'est pas très grave, mais enfumer y compris les états-majors, les décideurs publics, ça a des conséquences dramatiques. Alors c'est ça qui est assez étonnant. Comme vous l'avez indiqué dans votre introduction, moi je viens du renseignement. C'est mon métier et c'est finalement ce que, d'une certaine manière, je fais dans cet ouvrage. Je ne prends pas la posture d'un journaliste, d'un pro-X ou pro-Y, mais de quelqu'un qui fait du renseignement. C'est-à-dire que je prends les informations, j'analyse la qualité de ces informations, la qualité de la source, et je vous donne le fait tel qu'il est présenté par les uns et les autres. Après, c'est à vous. C'est pour ça que je ne juge pas. Est-ce qu'un tel est gentil, méchant, bon, Bien mauvais? Ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est d'amener des faits qui permettent de décider. Or, et je ne suis pas le seul à avoir fait ça parce que je suis en contact quand même passablement de gens qui sont du monde du renseignement, qui font la même analyse que moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus de mécanismes de décision qui sont basés sur des faits et même, j'irai même plus loin, ils ne sont même pas basés sur ce qu'ont analysé les services de renseignement. Donc je pense qu'il y a dans tous nos pays, en particulier, je peux le dire à propos de l'Allemagne, c'est valable aussi dans un certain nombre d'autres pays, je ne vais pas les citer ici, où les services de renseignement pensent quelque chose et les gouvernements agissent comme si... Vous croyez l'inverse? Ils croyaient l'inverse, exactement. Vous avez évoqué, là, Jacques Beau, pour le moment, le bilan des pertes humaines du côté russe. Côté ukrainien, est-ce qu'on a des chiffres plausibles? Alors c'est le même problème en réalité, puisque personne ne communique là-dessus. Et on est donc toujours, et là c'est toujours un peu le problème parce que ceux qui essayent il y a beaucoup de gens qui essayent de calculer les pertes russes et personne ne s'intéresse beaucoup aux pertes ukrainiennes en réalité. Peut-être pour de bonnes raisons. Parce que Madame von der Leyen avait dans un de ses allocutions en novembre 2022 avait évoqué des pertes de plus de 100 000 hommes du côté ukrainien. Donc on parle de morts. Parce que là aussi, nos médias jouent allègrement sur la différence qu'il y a entre les pertes et les morts. Donc en anglais, c'est casualties, les pertes, qui comprennent les morts, les blessés, les prisonniers, les déserteurs. Les déserteurs, il ne faut pas les oublier, qui sont très importants en Ukraine, beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Et ça, c'est donc les pertes. Et puis, vous avez les morts. C'est assez explicite. En anglais, c'est fatalities. Et alors, c'est encore plus explicite en anglais. C'est encore plus explicite en anglais. Mais nos médias jouent avec ces deux. Ils parlent de pertes, ils jouent avec les deux. Et Ursula von der Leyen avait parlé de plus de 100 000 morts du côté ukrainien en novembre 2022, avant la grande bataille de Bakhmout, etc. Donc, hein. Et le gouvernement ukrainien a vigoureusement protesté et le script de l'allocution de Mme von der Leyen a été amendé et on a enlevé le chiffre. Ce qui veut dire que, d'abord, Ursula von der Leyen, on ne pourra pas soupçonner qu'elle est pro-Poutine et que par conséquent, et je pense qu'elle n'a pas sorti ce chiffre de son chapeau. Elle a dû le voir quelque part dans un rapport et elle l'a mentionné. Donc, et ça devait être, elle a dit plus de 100 000. Donc on était déjà à plus de 100 000. Et là on parlait bien que des hommes en âge de combattre. On parle des combattants. On parle des combattants. On parle des combattants. Donc ça veut dire que déjà en novembre, probablement, il y avait déjà plus de 100 000 morts. Et à cette époque-là, d'autres sources, mais que je n'ai pas mentionnées dans mon livre de manière... j'ai indiqué que ça existait, mais
veut pas en accréditer enfin certifier leur fiabilité, mais déjà à cette époque-là, certains parlaient de 400 000 morts du côté ukrainien. Mais, de nouveau, là, on est dans quelque chose qui est invérifiable, bien sûr, que je n'ai pas vérifié personnellement, que personne n'a vraiment vérifié, et que personne d'ailleurs ne s'amuse à aller chercher, parce que je pense qu'effectivement, du côté ukrainien, les pertes seraient énormes. En gros, et pour simplifier un peu le propos, on sait que les Russes tirent globalement ont 10 fois plus de tirs d'artillerie, d'obus d'artillerie que les Ukrainiens. On sait que l'artillerie est la principale cause des pertes, j'allais dire à gauche comme à droite, du côté russe comme du côté ukrainien. Et que dans ce rapport de 1 à 10, on arrive effectivement à, si on regarde les chiffres, on pourrait imaginer qu'effectivement les Ukrainiens ont des pertes considérablement plus grandes que ce qu'on dit, et que les Russes ont effectivement des pertes bien inférieures à ce que l'on dit également. Alors ce qui est très frappant aussi, c'est qu'on oublie, enfin on semble oublier dans les médias un point fondamental, c'est que les combats se passent en Ukraine et non pas en Russie. Donc de fait, le lourd tribut sera plus payé pour l'Ukraine par l'Ukraine que par la Russie. Et on a une tendance, du moins c'est l'impression que j'ai, qu'on incite le public à penser qu'il y a beaucoup de pertes civiles du côté ukrainien. Alors qu'on a pu constater dans le début des combats, au moins, que la Russie veillait à limiter ces pertes-là au départ. Alors, effectivement, on a tendance à oublier chez nous. D'abord, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'on considère l'Ukraine comme étant une seule nation, si vous voulez. Alors qu'en réalité, c'est plusieurs nations. Et je vous rappelle que si les Russes sont intervenus en Ukraine, c'est pour protéger les populations du Donbass, qui étaient l'objet d'exactions, de tirs, etc., de la part de Kiev. Donc on a bien une Ukraine qui est divisée en plusieurs nations. Une autre nation importante d'ailleurs, pas importante en nombre, mais importante politiquement aujourd'hui, c'est celle des Magyars, les Hongrois de Transcarpathie, qui sont à l'origine des blocages qu'on a aujourd'hui dans l'Union européenne, parce que la Hongrie prend fait et cause pour j'allais dire SES, ces minorités qui sont maltraitées en Ukraine. Alors on n'a pas beaucoup parlé de cette minorité magyare, parce qu'elle fait quoi, 200 000, 300 000 personnes, c'est donc pas très important sur le paysage ukrainien global, mais pour les Hongrois c'est très important. Et on a parlé évidemment des russophones, qui sont ethniquement le deuxième groupe le plus important d'Ukraine. Et si on regarde la carte, on s'aperçoit que les Russes, donc les forces russes, sont intervenues uniquement dans la partie russophone, donc dans la partie des gens qu'ils cherchent à protéger. Mis à part certaines incursions à Kiev au départ. Alors l'incursion de Kiev, elle n'avait pas pour objet de combattre, elle avait pour objet de fixer l'ennemi. Je vous rappelle que lorsque les troupes russes sont intervenues en Ukraine, ils sont entrés avec un rapport de force qui leur était défavorable de 1 à 3. Donc il y avait 1 Russe pour 3 Ukrainiens. Et par conséquent, dans cette position d'infériorité, les forces russes ont cherché à éviter l'affrontement direct avec les forces ukrainiennes, qui les auraient probablement battues. Et pour éviter ça, ils ont fait un vieux principe qu'on connaît, il suffit de lire Sun Tzu, il suffit de lire, pas seulement Sun Tzu, d'ailleurs à peu près n'importe quel stratège historique, Jomini ou même Clausewitz, c'est que quand vous êtes face à un adversaire plus important que vous, eh bien, il faut vous arranger pour diviser ses forces. C'est exactement ce qu'ont fait les Russes avec cette incursion autour de Kiev, qu'ils n'ont jamais voulu prendre,
dont ils n'avaient pas du tout les capacités pour prendre. Ils n'avaient que 20 000 hommes dans cette région, grosso modo, alors qu'il y avait déjà 3 fois plus à l'intérieur de Kiev pour défendre la ville, et une ville qui était quand même beaucoup plus grande. Quand on compare dans les surfaces et l'importance, j'entends l'importance au niveau géographique, pas. Bien sûr. Mais si on compare la prise de Berlin en 1945 et la prise de Kiev l'hypothétique prise de Kiev en 2022, on s'aperçoit qu'on a 2 villes à peu près de la même dimension, que les soviétiques en 1945 avaient pris Berlin avec 1,5 million d'hommes, enfin autour de Berlin et tout, donc c'est une immense opération, alors qu'ils n'avaient que 20 000 pour une ville de la même taille 80 ans plus tard autour de Kiev. Donc il est clair, et d'ailleurs les Russes l'ont expliqué, nous on veut pas écouter ce qu'ils disent, mais en réalité ils n'ont jamais voulu prendre Kiev, ils se sont simplement là pour fixer l'adversaire, empêcher que l'armée ukrainienne aille renforcer ses troupes dans le Donbass. Et quand ils ont pris Mariupol, quand les Russes ont pris Mariupol, alors ils ont relâché la pression, ils ont retiré leurs forces d'ailleurs, et puis ils étaient suffisamment forts à ce moment-là pour pouvoir contenir les Ukrainiens. Voilà ce qui s'est passé. Donc il n'y a jamais eu de volonté d'aller au-delà de la frontière linguistique. Parce qu'ils savent, les Russes, que s'ils abordent... On a toujours parlé de cette résistance ukrainienne. Cette résistance ukrainienne, en fait, et je le montre d'ailleurs dans mon livre, parce que on a, de nouveau, mes sources sont ukrainiennes. Hein, l'Institut de sociologie de Kiev a fait une étude sur la volonté de défense. Elle l'a faite en décembre 2021 et au début février 2022. Donc on est juste avant la guerre. Et on s'aperçoit, les chiffres qui sont donnés par cet institut montrent que la volonté de défense des Ukrainiens est insignifiante dans les régions russophones, c'est logique, et elle est très forte dans les régions ukrainophones, c'est-à-dire la partie ouest du pays. Et c'est pour ça que les Russes n'ont aucune intention, et tout ce qu'on a entendu sur des sites comme LCI, on est dans la fantasmagorie complète. Les Russes n'ont jamais eu l'intention de s'emparer de l'ensemble du pays, parce qu'ils savent qu'à l'ouest, il y aurait une résistance considérable. Et ça, ils n'ont pas du tout envie d'affronter, et ce n'est pas leur but d'ailleurs. Le but, c'est de protéger ce qu'ils considèrent comme leurs frères. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je cite également dans mon livre, de nouveau, source ukrainienne, Oleksiy Arestovitch, qui a fait une interview très intéressante au début de cette année, où il explique l'intervention russe. Et il explique lui-même que les Russes n'avaient pas du tout l'intention de tuer des gens. Ils sont venus pour protéger des gens, pas pour tuer des Ukrainiens. Et il l'explique très clairement. Et lui, c'était le conseiller de Zelensky. Il a démissionné en janvier ou février de cette année. Mais j'entends, on a une source de première main. Donc les Ukrainiens savent très très bien que les Russes ne sont pas venus pour détruire l'Ukraine, contrairement à ce que racontent j'allais dire, ça allait être méchant. Vos compétiteurs, ça allait être méchant, on va pas le faire comme ça, mais les autres médias, spécialement en France, d'ailleurs l'année passée, aux États-Unis, des magazines comme Newsweek, les services de renseignement américains avaient dit que l'objectif des Russes n'était pas de détruire la population ukrainienne, contrairement à ce que disent nos experts ici en France. Donc, il y avait effectivement cette idée de protéger, et les Russes, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve très peu de résistance. La résistance, comme avec un R majuscule, telle qu'on l'avait en France, c'est-à-dire qu'on a eu plus en 1945 qu'en 1942 ou 1943. Bon, ça c'est... La classique. Mais cette résistance-là n'existe pas dans les zones occupées par la Russie. Et c'est d'ailleurs symptomatique de voir que même les incursions qu'on a observées tout récemment en Ukraine, qui étaient le fait
d'ethniques russes ou de Russes ethniques venaient en fait de cette légion étrangère ukrainienne en réalité. Ce sont certainement des gens qui ont des origines russes, c'est possible, mais qui sont des gens extrême droite, puisque le Financial Times avait interviewé après l'intervention à Briansk en mars de cette année, il avait interviewé des gens de ces mêmes groupes, et le Financial Times, très anti-russe, avait quand même qualifié ces gens de suprémacistes blancs et de néo-nazis. Mais on a le sentiment, en plus, dans cette incursion à Belgorod, à laquelle vous faites référence, qui s'est produite il y a un peu plus d'une semaine, donc c'était sur la région frontalière côté russe, à peu près au milieu de la frontière russo-ukrainienne. On a vu la Légion Liberté pour la Russie, mais on a vu aussi le fameux corps des volontaires russes. Et finalement, on nous expliquait, du moins en France, que c'était toute cette opposition à Vladimir Poutine. Et ça fait finalement un peu penser à cette montée en épingle de la personne de Navalny, sur lequel vous avez d'ailleurs écrit un ouvrage également. Ah oui. On a le sentiment qu'il y a une surestimation totale de l'opposition à Vladimir Poutine. Oui. On essaye de jouer ça. Non, en réalité, ces gens sont D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'ils aient la nationalité russe. Enfin, j'entends le passeport russe. Ils sont probablement des Russes ethniques, si vous voulez, vivant en Ukraine. Et ce sont surtout des gens. C'est pas l'opposition. De nouveau, quand on parle d'opposition à Vladimir Poutine, on dit Vladimir Poutine est un dictateur, donc l'opposition, c'est ceux qui sont pour la démocratie, etc. On n'est pas du tout dans ce schéma-là. Il y a en Russie, depuis très longtemps, des groupes d'extrême droite, on pourrait dire néo-nazis d'ailleurs, que le gouvernement combat, qui sont d'ailleurs les mêmes qui alimentent les réseaux de Navalny, puisque vous l'avez mentionné, parce que Navalny n'a pas de parti. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui draine ceux qui sont contre Vladimir Poutine. Oui, il est présenté parfois en Occident comme un progressiste, alors que c'était lui qui faisait des clips en traitant les Tchétchènes de cafards. Voilà, c'est exactement ça. C'est un ultranationaliste. En fait, l'histoire de Navalny, l'histoire politique de Navalny, et d'ailleurs il s'est fait renvoyer il s'est expulsé de certains partis qui étaient plutôt du centre, comme Yabloko. La Pomme, c'est un des premiers partis qui était très important dans les années 90 en Russie, mais qui est un parti de centre-droit. Ce serait maintenant, toute proportion gardée, l'équivalent des Républicains en France. Et Navalny a fait brièvement partie de ce parti, et puis il s'en est fait expulser parce qu'il était trop nationaliste, donc ultranationaliste, a participé à des activités vraiment très d'extrême droite. On ne va pas entrer dans les détails ici. Et donc Navalny, après, il a construit une carrière politique, enfin disons plutôt l'image d'une carrière politique, parce qu'il n'a pas vraiment une carrière politique en réalité, mais en drainant ses sympathies en travers tous les mécontents. Ce serait ceux qui drainent de LFI au Front National, si vous voulez. Le camp des fâchés, comme dirait voilà, c'est le camp des fâchés, c'est exactement ça. Mais des très fâchés. Vous voyez, c'est même pas l'opposition parlementaire, parce que quand j'ai parlé de LFI et du Rassemblement National en France, on a une opposition qui est parlementaire quand même. Tandis que pour Navalny, c'est une opposition non institutionnelle, quoi. Qu'il se qualifie elle-même de non systémique. C'est-à-dire, c'est des gens c'est des groupuscules qui sont tellement extrêmes qu'ils n'arrivent pas à former des partis ensemble. Donc c'est vraiment des groupuscules extrêmement extrémistes, on pourrait dire ça comme ça. Alors ça c'est une chose. Mais donc il y a toujours eu des gens d'extrême gauche, des gens d'extrême droite. Il y a toujours eu ça en Russie. Ils ont été combattus dans la mesure où ils étaient violents. Donc voilà. Mais vous avez beaucoup de ces mouvements d'extrême droite qui d'ailleurs, parce que la Légion ukrainienne, la Légion internationale ukrainienne, vous retrouvez les mêmes d'ailleurs qui viennent d'Allemagne, qui viennent d'Italie, qui viennent de Suisse, qui viennent de France. C'est des ultranationalistes.
j'entends qui salue nazi et compagnie. J'entends, on est vraiment dans de l'extrême droite. Ça a été assez ironique parce que sur la télévision belge, quand Zelensky avait fait son appel aux volontaires, la télévision belge a fait évidemment l'apologie de tous ceux qui allaient se battre pour la liberté, etc. Donc ils avaient fait l'interview d'un volontaire. Et au téléjournal, ils avaient montré ce volontaire qui était en train de se préparer pour partir, pour aller en Ukraine. Et ils l'ont photographié, filmé chez lui, n'est-ce pas? Oui, on voyait des vieilles affiches de la Légion wallonne de Léon de Grelle durant la Deuxième Guerre mondiale, qui était l'équivalent de la brigade Charlemagne de la SS française. Vous savez qui est devenue division, puis brigade. Enfin, elle a changé de statut à plusieurs reprises pendant la guerre. Division Charlemagne qui s'était battue d'ailleurs en Ukraine, à Tcherkassy notamment, et qui a été les derniers combattants, les derniers défenseurs de Hitler ont été les Français. Hein, c'est ce qui restait de la division Charlemagne ou de la brigade Charlemagne. Maintenant, je pourrais me tromper sur le niveau de l'unité. C'était d'ailleurs même plus qu'un régiment probablement à ce moment-là. Mais c'était les derniers défenseurs. Donc on retrouve ces mêmes gens aujourd'hui en Ukraine. Et dans mon livre Opération Z, j'avais donné une sorte de un détail de tous ces groupes, et vous retrouvez les mêmes. Vous avez des Biélorusses, vous avez des Polonais, vous avez des Italiens, ça j'ai mentionné. Tout ça sont des groupes extrême droite. Donc on est vraiment à l'extrême de l'extrême droite. Et ces groupes russes sont ceux-là. Et c'est effectivement ceux-là que le Financial Times avait qualifié de white supremacists, oui, donc de suprémacistes blancs et de néo-nazis. Et c'est ceux que, à la télévision suisse romande, etc., on valorise. Parce qu'évidemment, ils sont intervenus en Russie. C'est un peu une ironie de l'histoire. C'est un peu le grand écart permanent, oui. Quand vous voyez ces attaques qui ont été menées à Belgorod, quand vous voyez également ces attaques de drones qui ont eu lieu à Moscou, qui avaient eu lieu même sur le Kremlin il y a quelque temps, comment lisez-vous ces tentatives, ces offensives? Est-ce que c'est plus de la communication ou est-ce qu'il y a véritablement une volonté militaire derrière? Alors, volonté militaire, on peut pratiquement l'exclure parce que on retrouve dans les discours de Zelensky, etc., cette idée de prendre une ville et puis de faire une sorte d'opération psychologique autour de ça, de s'emparer d'un village et puis de montrer que l'Ukraine est aussi capable etc. Mais Zelensky s'est dit étranger de ces initiatives, par ailleurs. Oui, il s'est dit étranger parce qu'elles ont évidemment échoué, mais en réalité, ça ne peut pas se faire sans son accord. C'est lui le commandant en chef. J'entends, et les implications sont telles, c'est pas à partir du moment où vous allez sur le territoire russe, que vous allez vous attaquer au Kremlin, etc., on est dans quelque chose qui n'est plus tactique, on est dans le domaine du stratégique pratiquement, parce que la réaction peut être d'ordre stratégique. Par conséquent, le fait qu'il se dissocie de ces choses-là me semble être plutôt une sorte de combat d'arrière-garde de sa part. Donc beaucoup se sont interrogés, surtout aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'interrogations sur la nature et le pourquoi de ces opérations. Et effectivement, je pense que l'explication la plus rationnelle, ce sont des opérations de communication. D'ailleurs, elles interviennent toujours après des déboires importants en Ukraine même. Et alors justement, là, on peut parler de Bakhmout. On n'a pas encore évoqué cette fameuse bataille de Bakhmout. Quel regard portez-vous sur cette victoire du camp russe par le biais du groupe paramilitaire Wagner? Est-ce que c'était vraiment ça? Parce qu'on a eu beaucoup d'échanges à ce sujet. Est-ce que c'était une bataille stratégique? Est-ce que là encore, c'était une bataille de communication? Comment voyez-vous ça? Alors, pour comprendre la bataille de Bakhmout, il faut revenir en été 2022. Et à ce moment-là, l'armée ukrainienne,
au niveau matériel, c'est-à-dire ses chars, ses avions, son artillerie, tout ça a été détruit. L'armée ukrainienne, matériellement parlant, pas encore personnellement parlant, matériellement parlant, est détruite. Et c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que Zelensky, à partir de fin mai, début juin, Zelensky demande l'aide matérielle des Occidentaux. Et c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que certains médias occidentaux disent, à partir de maintenant, l'Ukraine dépend de l'Occident. Elle dépend de l'Occident. Et de nouveau, c'est dans mon livre, j'ai plus le nom des sources, mais c'est effectivement ce que certains médias occidentaux ont constaté, c'est qu'à partir de ce moment-là, l'Ukraine dépend de l'Occident. Et les Russes, à ce moment-là, disent, voilà, si vous continuez à fournir des armes, on n'arrivera pas au bout de cette guerre, on n'arrivera pas à négocier quelque chose. Je vous rappelle que Zelensky, à 2 reprises, c'est-à-dire en février, déjà au 25 février, le lendemain du début de l'opération russe, et fin mars, puis en août d'ailleurs, demandera des négociations avec la Russie. Et c'est les Occidentaux qui l'empêcheront de négocier. Tout particulièrement les Britanniques. Les Britanniques en particulier, c'est Boris Johnson en particulier, et d'ailleurs Ukrainska Pravda, donc le journal, le média ukrainien, fera un article disant les Occidentaux sont le principal obstacle à la paix. De nouveau, c'est pas Poutine qui le dit, c'est les Ukrainiens eux-mêmes. Mais c'est pas la propagande ukrainienne, c'est la presse ukrainienne, celle que nos médias n'écoutent pas parce qu'elle ne leur convient pas. Voilà. Bien sûr. Et donc, à partir de la fin de l'été, les Russes disent si vous continuez à fournir des armes, donc la guerre continue, donc on va faire une guerre d'attrition, une guerre d'usure. Et on va détruire le potentiel humain. Puisque c'est ce que vous voulez, c'est ce qu'on va faire. Et le 18 octobre, le général Surovikin, qui est alors nouvellement nommé commandant en chef des forces russes en Ukraine, déclare à peu près textuellement, il dit à partir de maintenant on ne fait plus les grandes opérations, des grandes avances, des choses comme ça, on détruit systématiquement l'adversaire qui avance. Donc si vous voulez, on l'attend, on le laisse venir et on le détruit systématiquement. Et c'est ce que font c'est exactement ce qu'ont fait les Russes à Kharkov, et c'est exactement ce qu'ils ont fait à Kherson. Les Ukrainiens, depuis le début de la guerre, n'ont jamais pris un territoire qui n'avait pas auparavant été abandonné par les Russes. Parce que les Russes n'ont pas l'intention de se battre. C'est les fameuses reprises de territoires qui sont en fait des territoires laissés. Ce sont des territoires laissés. Parce que le but des Russes n'est pas de prendre du territoire. Très, très important. Et donc, quand les Ukrainiens en dehors du Donbass quand même, enfin de l'Est. Ils ne voulaient même pas le prendre, ils voulaient protéger sa population. Le problème, c'est que pour le faire, ils ont reconnu l'indépendance et puis finalement les référendums. Mais le but n'était pas de les prendre. D'ailleurs, la Russie a toujours refusé d'annexer ces territoires malgré les demandes des 2 républiques de Donetsk et de Lugansk. Donc le but n'était pas celui-là. Simplement, à un moment donné, il est devenu judicieux de le faire afin de pouvoir créer les conditions pour intervenir au Donbass. Mais le but, c'était de protéger la population, c'est pas de prendre du territoire. Et c'est d'ailleurs ce que voulaient les accords de Minsk. Les accords de Minsk ne prévoyaient pas une séparation du Donbass de l'Ukraine, mais simplement une autonomie des 2 républiques, et d'autres d'ailleurs, parce que ça pouvait s'appliquer à d'autres minorités que les minorités russophones, à l'intérieur des frontières de l'Ukraine. Donc les Russes n'avaient au départ aucune ambition territoriale en Ukraine. Et alors, justement, attendez, je terminais quand même sur Bakhmout, parce que c'est important. Et donc, l'objectif de Surovikin est de broyer et littéralement de hacher, il utilise le terme de hachoir à viande d'ailleurs, les troupes ukrainiennes. Et il lance fin octobre une opération qui s'appelle l'opération hachoir à viande d'ailleurs. Sympathique.
il confie à Prigojine et au groupe Wagner l'objectif de détruire les forces dans Bakhmout. Pas de prendre Bakhmout, de détruire les forces dans Bakhmout. Parce qu'il savait que Zelensky tenait à conserver cette ville, et pour Zelensky, c'était stratégique. Bien sûr. Pas pour les Russes.